Val d'Oise. Le magazine du Conseil départemental du Val d'Oise. Bienvenue dans Val d'Oise, le magazine qui vous parle, une publication du Conseil départemental du Val d'Oise, numéro 2, novembre et décembre 2015. À la une, Christophe Willem tenant une rallonge électrique entre ses mains, rencontre avec le chanteur à Anguin dont il est originaire avant ses concerts à l'Olympia. Notre dossier citoyen connecté, demain c'est déjà aujourd'hui. Les autres principales rubriques de ce magazine. Le grand débat, Gérard Larcher, Arnaud Bazin, interview exclusive. People, Mathilde Seigné retourne en classe le temps d'un tournage dans le Val d'Oise. Suivez le guide, le festival théâtral du Val d'Oise. Le magazine Val d'Oise vous est proposé par le Conseil départemental du Val d'Oise, directeur de la publication Arnaud Bazin, président du Conseil départemental, directeur de la communication Johan Ettoré, rédacteur en chef Martine Simonet. Cette publication vous est aussi proposée en version braille ou sonore. Abonnez-vous par téléphone au 01 34 25 31 52 ou par mail christelle.bouquenot christelle.boucneau@valdoise.fr. L'édito d'Arnaud Bazin, président du Conseil départemental, plaidoyer pour les institutions de la République. Une fois n'est pas coutume, à l'occasion de la publication de l'entretien qu'a accordé Gérard Larcher, président du Sénat, à votre magazine Val d'Oise, je souhaitais m'exprimer dans cet éditorial sur un sujet d'intérêt national. On assiste régulièrement au cours des débats politiques à ce qui s'apparente à un concours Lépine de la réforme institutionnelle. On ne compte plus les publications, essais, rapports qui s'emploient à remettre en question, à déconsidérer les institutions que nous avons héritées de nos grands aînés, les collectivités locales, départements et communes en premier lieu. N'en déplaise au docteur Mabuse de la réforme, leur potion miraculeuse reste infiniment moins agissante que les mécanismes de la Ve République que nous ont légués le général de Gaulle et les constituants de 1958. Fruit de l'histoire et de grandes crises, la Ve République est et reste pour notre pays, pour paraphraser Winston Churchill, le pire système à l'exception de tous les autres. Et comme nous l'explique très bien aujourd'hui Gérard Larcher, les difficultés de la France ne viennent pas des institutions, mais de la façon dont on s'en sert. Puissions-nous collectivement, dans ce domaine, comme dans bien d'autres, entendre les voix de la sagesse et de la raison, et cesser de vouloir, à tout bout de champ, jeter le bébé avec l'eau du bain. Je vous invite à vous plonger dans ce nouveau numéro de votre magazine Val d'Oise, et je vous en souhaite une bonne lecture. La question du net, Marie Lavasse sur Facebook, le 17 octobre 2015. En quoi la baisse des dotations de l'État impacte-t-elle le département ? La réponse d'Arnaud Bazin. L'essentiel, 85% de nos dépenses, correspond aux charges transférées par l'État, comme le RSA, et qui ne cessent d'augmenter. L'ampleur et la brutalité de la réduction des dotations nous empêchent d'amortir le choc. Même avec l'économie de 50 millions d'euros que nous avons réalisée, l'équilibre financier n'est plus tenable. Dans ces conditions, il est impossible, a fortiori, de dégager une épargne. Or, c'est l'épargne qui permet les investissements indispensables à l'avenir de nos concitoyens. Comment pourrons-nous entretenir les routes ou les collèges ? Si vous souhaitez poser votre question, rendez-vous sur la page Facebook du Val d'Oise. J'aime le Val d'Oise, le coup de cœur de la rédaction sur les photos que vous diffusez sur les réseaux sociaux. Vexin Céleste, une photo de Laurent Dagory de Chérence. Je veux peindre l'air dans lequel se trouve le pont, la maison, le bateau, la beauté de l'air où ils sont, et ce n'est rien d'autre que l'impossible. Ainsi s'exprimait Monet. Le Vexin, avec sa variété de paysages, est encore plus beau vu du ciel. Pour vous envoler, un clic sur vexinmontgolfière.fr. Le monde bouge, les outils et les usages numériques transforment le monde à toute vitesse, parfois à celle de la fibre optique dont le Val d'Oise s'équipe actuellement pour que chacun puisse profiter des bénéfices des nouvelles technologies. Ce qui se passe en Estonie ou à Singapour sera peut-être demain votre quotidien, d'où la nouvelle formule de votre magazine qui présente des expériences et des réalisations ici ou là dans le monde, jusqu'au métro de Riyad. Au sommaire de ce numéro 2, zapping, l'actualité du département. Le territoire en question, l'enseignement supérieur. L'invité, Christophe Willem. Ça fait débat, la réforme territoriale, Gérard Larcher et Arnaud Bazin. Le dossier Citoyens connectés. Bref du territoire.
et ailleurs, le métro de Riyad. Décryptage, le service hivernal. Success Story, Benelux Quest. Suivez le guide, Festival théâtral du Val d'Oise. Coup de cœur, opération Microdon. L'actu people, Mathilde Seigné au collège. À vous de jouer. Vue sur cette double page, une photo de Jean-Yves Lacotte. Un cliché mystérieux, voyage au centre de la Terre. Pas tout à fait, mais la carrière de gypse dans la forêt de Montmorency est située à environ 80 mètres sous terre. C'est la plus importante carrière souterraine d'Europe, d'où la société Placoplâtre extrait chaque année 800 000 tonnes de grande qualité. Ce gypse sert à fabriquer des carreaux de plâtre et du ciment. Le remblaiement des galeries après l'exploitation garantit la sécurité du site en surface. Zapping, l'actualité du département. Arrêt sur image. Cirque, pointe de diamant. Un diamant est le support du numéro de contorsion d'Iyin Diamond. C'est aussi le qualificatif idéal pour une artiste qui réalise avec une grâce infinie une performance physique époustouflante. Iyin Diamond a reçu le prix du jury au dernier festival international du cirque du Val d'Oise en octobre à Daumont. Partenaire du festival, le conseil départemental y invite gratuitement l'ensemble des collégiens du Val d'Oise. Cette année encore, ce sont près de 11 000 spectateurs qui ont pu assister à ce grand événement valdoisien. Mobilisée pour le climat, la France accueille à Paris du 30 novembre au 11 décembre la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, dite COP21. Depuis le mois de septembre, le département est mobilisé sur ce thème avec l'organisation d'animations et de rencontres. Le plan climat-énergie de la collectivité sera adopté par l'Assemblée départementale en novembre, mais la prise de conscience doit être collective. Aussi, le département a souhaité regrouper toutes les initiatives pour valoriser les actions et les volontés engagées. La question du climat ne se limite pas au thermomètre ou aux pollutions atmosphériques. Éco-construction, mobilité, économie, emploi sont aussi des thématiques liées aux enjeux climatiques. C'est cette conception globale de la planète qui anime la politique départementale pour susciter des comportements individuels plus responsables. L'opinion de Jean Jouzel, climatologue et vice-président du groupement intergouvernemental d'experts sur le climat. Le succès de Paris Climat 2015 passe par une mobilisation forte et une adhésion du plus grand nombre aux objectifs affichés. Toutes les études le montrent, un long chemin reste à faire dans le domaine de l'éducation et de la formation au changement climatique. Une brochure, Mobilisons le Val d'Oise pour le climat en téléchargement sur valdoise.fr. Les 6 et 13 décembre, allez voter. Les élections régionales ont lieu au scrutin proportionnel de liste à 2 tours. Archives connectées. Les archives départementales sont sur Facebook. Actu, visite des coulisses, service au public, info détente, 1, 2, 3, liker. C'est sur la page Facebook Archives Val d'Oise. Les départements sur le fil, le 85e congrès des départements de France s'est tenu du 14 au 16 octobre. Le président Arnaud Bazin, membre du bureau de l'ADF, l'Assemblée des départements de France, s'y est exprimé pour fustiger la baisse des dotations de l'État aux départements qui supportent en même temps la hausse des dépenses sociales. L'émission de France 5, C'est politique, a consacré le 18 octobre un reportage à cette situation à partir de l'exemple du Val d'Oise. On a essayé de tuer les départements, y déclare Arnaud Bazin, une première fois en 2014 sans y parvenir. Maintenant, on est en train d'étrangler ceux qu'on n'a pas pu poignarder. La vidéo est à retrouver sur valdoise.fr. En 2014, en moyenne, une entreprise par jour a décidé de localiser ses activités dans le Val d'Oise, permettant ainsi la création ou le maintien de plus de 2650 emplois. Arbre remarquable. Le platane d'Orient du château de la Bûcherie à Saint-Cyr-en-Arty aurait 400 ans. Pour ses dimensions exceptionnelles, il a été choisi comme arbre remarquable d'Île-de-France 2014. Le label a été officiellement remis au mois d'octobre par l'association Arbre. Et en novembre, le département vous propose 7 sorties nature gratuites sur ce thème. Vous pouvez retrouver le programme des sorties nature sur valdoise.fr. Rentrée 2015. 57 000 collégiens, accompagnés de plusieurs élus du département, ont effectué leur rentrée le 1er septembre. Le président Arnaud Bazin, accompagné des vice-présidents Marie-Christine Cavecchi et Philippe Métézo, délégués respectivement à l'éducation et à l'action sociale, se sont d'abord rendus au collège Jacques-Yves Cousteau à Méry-sur-Oise. Ils ont été accueillis par Pierre-Édouard Héon, maire de la commune et conseiller départemental délégué au numérique. Le déjeuner a eu lieu au collège Blaise
Blaise Pascal de Viarme, où les attendaient les 2 élus du canton de Fos, Agnès Raffetin et Daniel Dess. Ce collège s'est distingué par ses actions contre le gaspillage alimentaire. Incitation au tourisme, les atouts touristiques du Val d'Oise sont réunis dans un livre à l'iconographie somptueuse, mise à disposition dans les 5500 chambres des hôtels de Roissy en France. Le département a apporté 20 000 € à cette édition qui fait la promotion du Val d'Oise. La vidéo est sur valdoise.fr. 4,3 millions de connexions sur les ENT durant l'année scolaire 2014-2015 dans les 109 collèges avec le plan numérique. Noël avant l'heure, 50 artisans d'art présentent leur création à la Chambre des métiers de l'artisanat à Cergy du 26 au 29 novembre. Picasso est le thème de l'édition 2015. Le programme est sur cma95.fr. Le passé couleur acier. La première édition des trophées Eiffel d'architecture acier s'est tenue en octobre. La catégorie Apprendre avait sélectionné 14 réalisations dans toute la France, jusqu'au camp Jacob en Guadeloupe. Le Val d'Oise s'illustrait doublement avec des projets en lien avec l'archéologie, la couverture des vestiges de l'église Notre-Dame à Argenteuil et le Trapontin, l'ingénieux et esthétique siège choisi par le musée archéologique départemental à Guiry en Vexin. Pensez l'autonomie. À l'occasion de la journée Futur Composé consacrée à l'innovation publique, le département a récompensé 3 projets destinés à favoriser l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Le premier prix a été attribué à Florence Mathieu qui a conçu un poteau mobile connecté permettant la commande tactile des lumières, actuellement au stade du prototype. Best of France. Agroalimentaire et technologie de pointe sont des secteurs où le savoir-faire français s'exporte. Il s'est exposé à New York en septembre. Parmi les 250 entreprises françaises présentes à la 3e édition de Best of France figurait une délégation valdoisienne. Une appli pour les éco-citoyens. Le PNR Oise Pays de France, soutenu par le département, veut inciter aux gestes quotidiens bons pour la planète. Compostage, ampoules basse consommation. Un site dédié permet à chacun de mesurer ses efforts et ceux des autres par le biais de compteurs qui mesurent les émissions de CO2 ou les quantités de déchets évitées. Plus d'informations sur ecodéfi.parc-oise-paysdefrance.fr. Au cœur de la Cosmetic Valley, le groupe américain Sensient Techno produit des matières premières pour la cosmétique. Installé à Saint-Ouen-l'Aumône, il a investi 4,2 millions d'euros pour son centre R&D, conçu comme une vitrine mondiale. À noter, le nouveau bâtiment de près de 2000 m² est construit par SPI Batignolles Nord. Le ciné, c'est pour tous. L'association HAARP, Handicap, Autisme, association réunie du Parisis, organise une fois par mois une séance au Centre culturel Picasso de Montigny-les-Cormeilles pour permettre aux enfants et adultes en situation de handicap d'aller au cinéma dans une séance tout public et d'exprimer leurs émotions. Cette formule est développée par le réseau Cinéma Différence. Les prochaines séances ont lieu les 22 novembre et 13 décembre. Le programme est sur cinémadifférence.com. Sur les pas de Van Gogh. Hommage émouvant à Van Gogh à l'occasion de la célébration du 125e anniversaire de sa mort à Auvers-sur-Oise. Ses arrière-petites-nièces et arrière-petits-neveux, Martel de Van Leer et Willem Van Gogh, ont déposé tournesol et dahlia jaune sur sa tombe. Football, le Red Star s'entraîne à Saint-Leu-la-Forêt. Saint-Leu dispose d'installations sportives exemplaires qui font régulièrement le bonheur de sélections internationales dans le cadre de leur préparation. Depuis août, c'est au mythique Red Star de profiter de ces infrastructures. Le Red Star a signé une convention pour que son groupe professionnel utilise les installations sportives, comme le stade municipal, dans le cadre de ses entraînements. Le territoire en question. L'enseignement supérieur est un atout du Val d'Oise. La formation, la recherche, l'innovation sont des mots-clés pour la société du XXIe siècle. Ils constituent la raison d'être de nos établissements d'enseignement supérieur où les étudiants valdoisiens inventent l'avenir. Des effectifs conséquents, 28 000 étudiants répartis de la façon suivante. 14 000 étudiants à l'université de Cergy-Pontoise, dont l'IUT, 10 000 dans les établissements d'enseignement supérieur, 4 000 dans les filières post-baccalauréat des lycées. L'université parisienne, c'est 33 000 étudiants, dont 400 doctorants et 2 500 enseignants-chercheurs. L'université parisienne est composée de l'université de Cergy-Pontoise, l'UCP, des établissements d'enseignement supérieur du Val d'Oise, de Versailles et de Saint-Ouen. L'université parisienne, c'est 5 000 étudiants étrangers et 500 accords de coopération internationale.
90 nationalités représentées au sein de l'ESSEC. À noter également qu'un projet de cité internationale est à l'étude sur l'agglomération de Cergy-Pontoise et un institut Confucius dédié à la promotion de la culture et de la langue chinoise doit être créé avec l'Université chinoise de Nankin. Des filières multiples, 200 licences et masters à l'UCP, droit, langue, sciences, technologie. Différentes écoles pour les ingénieurs, l'EBI pour la biologie industrielle, l'ECAM, le PMI pour l'électricité, la production et les méthodes industrielles, l'ESTI pour les sciences du traitement de l'information, l'ENSEA pour l'électronique et ses applications, l'ISTOM pour l'agro-développement international. Pour le commerce, l'ESSEC, l'une des 2 plus grandes écoles de commerce françaises. Pour les arts, l'ANSAP, créateur plasticien. Le service social, EPPS, travailleurs sociaux. Le sport avec l'ILEPS, management du sport et de l'éducation. Le Val d'Oise est sur le podium mondial, meilleur master. Selon le Financial Times, le Val d'Oise abrite le 3e meilleur master du monde en sciences du management en 2015, un cursus de l'ESSEC. Un soutien décisif du département. Le département a investi 120 millions d'euros en 20 ans. La moitié des établissements du pôle d'enseignement supérieur de Cergy-Pontoise est installée dans des locaux du département. 10 hectares, c'est la superficie dont dispose le département au cœur de l'agglomération pour le développement du pôle d'enseignement supérieur et de recherche. Sur le marché de l'emploi, moins de 6 mois, délai d'accès moyen au premier emploi après un master professionnel à l'université de Cergy-Pontoise. D'étudiants à entrepreneurs, Pépite, 32 organismes institutionnels, 9 partenaires publics. L'entrepreneuriat étudiant est favorisé au cœur d'un Pépite Vallée de la Seine, pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat du Val d'Oise à la Normandie. Enfin, 4 incubateurs et 6 pépinières dans lesquelles les jeunes entreprises innovantes peuvent compter sur un environnement adapté à leur essor. Ils accueillent notamment les projets des étudiants de l'Université Paris-Seine. Allons plus loin avec Virginie Tinlan, elle est conseillère départementale en charge de l'enseignement supérieur. Le campus valdoisien est important avec 28 000 étudiants et des filières de pointe qui font de nos établissements des territoires d'excellence. Le Val d'Oise soutient tous les projets qui peuvent améliorer l'attractivité de notre territoire. Le campus international que la Commu, Université Paris-Seine, souhaite développer avec ses partenaires institutionnels va dans ce sens, avec une offre qualitative de services, d'équipements et de logements dédiés. Étudiants et chercheurs étrangers seront ainsi accueillis dans le fil des coopérations que le département a établies avec le Japon et plus récemment la Chine. La liaison entre enseignement supérieur et entreprise est fondamentale dans une perspective économique dynamique et créatrice d'emplois. Pépinières innovantes, start-up et PME seront regroupées au sein du projet de l'écocité de l'entrepreneuriat et de l'innovation sur le campus Cergy-Pontoise qui deviendra le pôle majeur de cette stratégie d'avenir. L'invité de ce magazine, Christophe Willem ou la sérénité du funambule. Il fallait bien être téméraire quand on a une image R&B pop électro pour lancer son nouvel album avec une ballade due à la plume délicate de Carla Bruni, Le Chagrin. Mais passé la douleur, certaines ruptures amoureuses ne se laissent-elles pas que le souvenir du bonheur inoubliable précédent ? Ce n'est pas le naufrage, le chagrin, c'est l'averse en chemin, dit le texte. Après toi, écrit par Jean-Jacques Goldman, ou La vie est belle, par Zazie, sont dans la même veine, mais fait observer Christophe Willem, à la fin de l'album, il y a un silence, les cordes repartent. C'est la lumière au bout du tunnel, il y a de l'espoir. C'est une leçon de vie, la volonté de positiver et de ne garder que le meilleur, des vertus que Christophe Willem cultive sans prétention. Christophe Willem a été propulsé nouvelle star en quelques semaines de 2006 par l'effet de l'émission homonyme. Celui à qui Marianne James trouvait alors une dégaine impossible a aujourd'hui, pour André Manoukian, une grâce totale et une aura de chaman. Depuis sa réussite fulgurante, il n'a pas décroché des sommets ni des succès, mais sans jamais tricher et avec une exigence musicale professionnelle de plus en plus grande. À l'instar des concerts donnés en début d'année dans des lieux excentriques, le Pic du Midi, de l'abbatiale du Mont-Saint-Michel, qui commençait a cappella et devenait progressivement de plus en plus sophistiqué, Christophe Willem ne veut surtout pas être figé dans un style, rangé dans une catégorie. Le mélange des genres à sa préférence
référence. Auteur, compositeur, interprète, il a mis beaucoup de lui-même dans l'album Paraît-il, écrit dans le Val d'Oise où il est revenu vivre, qui reflète les états d'âme, la force et les fragilités d'un artiste hypersensible et singulier et profondément authentique. Christophe Willem, un artiste couronné de succès, Paraît-il est son 4e album, 1,5 million d'albums vendus dans le monde et lauréat des victoires de la musique Energy Music Awards, World Music Awards. En plus, en concert dans le Val d'Oise. Avant de se produire à l'Olympia les 21 et 22 novembre, à noter que c'est complet, Christophe Willem lancera sa tournée officielle au Théâtre du Casino d'Enghien-les-Bains le 19 novembre. Un retour aux sources pour celui qui est né dans cette ville en août 1983, sous son vrai nom de Durier. D'autres concerts sont également programmés dans le Val d'Oise à Franconville et Garches-les-Gonesse. Plus d'informations sur valdoise.fr. Ça fait débat. Gérard Larcher, président du Sénat, et Arnaud Bazin, président du Conseil départemental du Val d'Oise. La réforme territoriale. Dans quelques semaines, les citoyens vont voter pour les nouvelles assemblées régionales. Depuis 2013 jusqu'à la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, NOTRe, les compétences des collectivités territoriales ont été l'objet de multiples débats entre les échelons régionaux, départementaux et intercommunaux. Le président du Sénat et le président du Conseil départemental du Val d'Oise éclairent ces questions complexes. Vous avez en commun de présider des assemblées dont on a proposé récemment la suppression. Gérard Larcher. En ce qui concerne le Sénat, cette proposition était une initiative isolée du président de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi j'ai vivement réagi. On pouvait s'étonner d'une telle déclaration alors que le pays était au contraire dans l'affirmation de l'unité nationale après l'attentat de Charlie Hebdo. Au Sénat, l'ensemble des groupes politiques a d'ailleurs rejeté cette suggestion qui a été considérée comme une manœuvre politicienne indécente en cette période. Quel était l'objectif de cette annonce ? Rideau de fumée sur les vrais problèmes des Français, chômage, sécurité. Arnaud Bazin. Pour les départements, l'attaque est venue du sommet de l'État, avec une cacophonie et une surenchère entre le chef de l'État et le chef de son gouvernement, qui avait de quoi laisser les élus perplexes sur les motivations réelles des promoteurs de l'initiative, d'autant que cette réforme faisait partie d'une modification des régions dont la carte changeait tous les jours. Comment les citoyens pouvaient-ils s'y retrouver ? Que défendiez-vous en vous opposant à ces projets présentés comme une modernisation ? Gérard Larcher. Rien moins que la Constitution qui prévoit dans son article 24 que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Rien moins que la spécificité du Sénat, qui est la seule institution ne relevant pas de l'élection présidentielle. Autre mode d'élection, autre durée de mandat, il n'est pas comme l'Assemblée nationale la réplique sismique de l'élection présidentielle, ce qui lui confère une plus grande liberté. Il vient compléter la représentation nationale par les députés et apporter une contribution souvent indispensable à leur action législative et de contrôle, en traduisant le point de vue des collectivités. Arnaud Bazin. Dans le cadre de la réforme territoriale, le Sénat a joué un rôle important aux côtés des départements quand ils étaient menacés de suppression, car il est composé d'élus locaux qui avaient parfaitement conscience de la pertinence de cet échelon. Nous, les conseillers départementaux, sommes des élus de proximité connaissant exactement les besoins de nos concitoyens, mais nous arrêtons des actions selon un périmètre départemental, ce qui évite les distorsions entre territoires. Quelle modernisation aurait apporté des décisions prises à l'autre bout de la région ? Avez-vous la même opinion qu'Arnaud Bazin sur l'échelon départemental ? Dans la loi NOTRe, la majorité sénatoriale a obtenu le maintien de l'échelon intermédiaire que constitue le département. Ce rôle intermédiaire est devenu encore plus nécessaire aujourd'hui avec la création des grandes régions. Il aura la charge des solidarités humaines, territoriales et sociales, malgré l'intention initiale du gouvernement qui souhaitait l'affaiblir sans proposer pour autant d'acteurs alternatifs pour reprendre à leur charge les missions sociales. Le récent rapport du président Larcher sur la Nation qualifie les départements de liens visibles par excellence des territoires. Arnaud Bazin. Ce rapport est une analyse majeure assortie de préconisations sur la nécessaire restauration de l'engagement républicain et de la communauté nationale, notamment contre les communautarismes. Il rappelle que les valeurs et les principes de notre pays ne peuvent faire l'objet ni d'accommodement ni de transactions. Considérant la France d'à côté, Gérard Larcher a constaté la scission territoriale qui s'opère entre une France
l'émergence des métropoles où se concentrent les richesses et les savoirs, et une France d'à côté qui se dessinerait en creux. Ici, dans le Val d'Oise, hors de la métropole qui va phagocyter la petite couronne, nous ne pouvons qu'être sensibles à cette menace. La baisse des dotations de l'État aux collectivités est-elle une menace supplémentaire, Gérard Larcher ? Comment pourrait-il en être autrement alors que les dotations représentent près de la moitié des ressources des collectivités territoriales ? Et celles-ci réalisent 70% de l'investissement public. Beaucoup de citoyens ont déjà le sentiment d'être délaissés politiquement. Il ne faut pas y ajouter l'abandon économique. Pour les budgets des collectivités, les années 2017 et 2018 vont être terribles. Arnaud Bazin. Le conseil départemental a des marges de manœuvre très faibles, puisque près de 85% de nos dépenses de fonctionnement correspondent aux compétences obligatoires déléguées par l'État. Quand ce dernier se flatte d'augmenter le RSA de 10%, il oublie de dire que ce sont les départements qui le payent, sans compensation correspondante. Dans le Val d'Oise, nous étions en début d'année à 714 millions de déficit cumulé de compensation, dont 134 millions pour la seule année 2014. Gérard Larcher, les Républicains, comme Arnaud Bazin, est vétérinaire de profession, spécialiste des chevaux. Il était dans le staff de l'équipe de France de sport équestre victorieuse au JO de Montréal en 1976. Ancien maire de Rambouillet, sénateur des Yvelines depuis 1986, il a été ministre du Travail des gouvernements de Villepin et Raffarin. Président du Sénat entre 2008 et 2011, il l'est redevenu en octobre 2014. Suite aux événements de janvier, il a remis un rapport au président de la République, La Nation, un héritage en partage. Il y traite sous l'angle de l'appartenance à la communauté nationale, du rôle de l'école, des politiques d'immigration, du dialogue avec les religions et de l'engagement républicain. Le dossier. Le dossier intitulé « Citoyens connectés ». Demain, c'est déjà aujourd'hui. Après 300 000 ans d'existence, l'Homo sapiens est-il en train de se transformer en civis connecta ? En clair, l'homme moderne est-il en passe de s'effacer au profit du citoyen connecté ? C'est bien parti pour. Voter en ligne depuis son domicile, signaler à sa mairie un dysfonctionnement sur la voie publique via son smartphone, créer un objet grâce à une imprimante 3D localisée dans un Fab Lab, suivre les cours d'une université située à l'autre bout du monde via Internet, le numérique est en train de transformer la planète, la France et le Val d'Oise. Découverte d'un nouveau monde fascinant. Cette révolution débute à la fin des années 1990 avec l'essor des technologies de l'information et de la communication, TIC. La notion de territoire citoyen connecté naît à cette époque. Elle se concrétise par l'emploi des outils numériques par les différents acteurs, habitants, administrations, entreprises, d'un espace géographique, ville, région, pays. Ces technologies sont porteuses d'extraordinaires potentialités en termes de développement économique, social, humain et environnemental. Très vite, la Corée du Sud comprend l'intérêt des TIC. Dès 2003, elle met en avant le concept d'ubiquitous computing, informatique omniprésente, et peu après fixe un objectif ambitieux, réaliser 12 cités numériques. La plus emblématique est Songdo, une ville futuriste en cours de construction. Toujours en 2005, la notion de Smart City, ville intelligente, fait son apparition à l'initiative de l'ex-président des États-Unis d'Amérique, Bill Clinton. Un engouement mondial. Aujourd'hui, le concept de Smart Territory, territoire intelligent, devient de plus en plus une réalité sur la planète, sous l'impulsion d'acteurs économiques, grandes entreprises et start-up et de territoires. États et collectivités locales, élus, administrations, citoyens s'approprient ces technologies pour rendre leur espace géographique plus performant, durable, innovant, collaboratif, participatif en jouant sur 3 tableaux. La dématérialisation des services publics qui permet de créer de nouvelles offres et de les rendre accessibles à tous, partout et tout le temps grâce aux interfaces numériques, sites internet, applications mobiles. La mise en place de dispositifs de gestion urbaine, transport, collecte des déchets, eau, énergie, s'appuyant sur toute une gamme d'outils, caméras, capteurs, smartphones, et l'encouragement des citoyens à participer à la vie collective de toutes les manières possibles, en exprimant des choix, en apportant des idées et des remarques, en rendant et en créant des services par tous les canaux possibles, réseaux sociaux, blogs, SMS. Ce faisant, le citoyen devient acteur et co-constructeur de son territoire.
L'Estonie, modèle d'e-gouvernance. Le plus bel exemple est celui de l'Estonie, territoire le plus digitalisé au monde. Petite par la taille, cette ex-république soviétique est grande par le dynamisme qu'elle affiche dans ce domaine. Grâce à une couverture Internet exceptionnelle et une carte à puce multifonction, carte d'identité, carte de sécurité sociale, carte de transport, ouvrant l'accès à 3000 services, chaque citoyen peut voter sans se déplacer dans un bureau de vote, effectuer des démarches administratives sans perdre de temps, réserver d'avance une place de parking à proximité de sa destination, signer un contrat de manière électronique. Sur cette page, la photo d'une journée ordinaire pour les enfants dans une classe en Estonie. C'est un extrait du film e-Estonia, Life in a Networked Society. La vidéo est à retrouver sur la chaîne e-Estonia sur YouTube. Le Val d'Oise monte en puissance. Les Val d'Oise se donnent les moyens de suivre cet exemple. Le conseil départemental s'investit pour que l'Internet à très haut débit par la fibre optique, ce qui se fait de mieux, soit accessible sur tout le territoire et par tous. Foyer, entreprise, administration, collège, à l'horizon 2020. Pour cela, il a élaboré un plan d'équipement en 2011. 2 ans plus tard, il a été le premier conseil départemental à signer des conventions avec Orange et SFR. Le premier opérateur cité à 18 mois d'avance sur sa feuille de route. Le 100 millième raccordé a été célébré en juin à Aubonne. De son côté, SFR a pris un bon départ à Argenteuil, Beson, Cormeilles en Parisis, Arnouville, mais ce déploiement ne se limite pas aux opérateurs privés. Certaines zones peu denses et ou peu rentables, les intéressant moins, il est nécessaire que les collectivités locales s'investissent. C'est la raison pour laquelle 2 initiatives publiques ont été lancées. Débitex, porté par les conseils départementaux du Val d'Oise et de Seine-Saint-Denis, est en train d'équiper 27 communes, dont 13 de l'Est de notre département. Et un autre projet qui vise à raccorder près de 86 000 foyers répartis sur 116 communes, principalement rurales, valdoisiennes. Les travaux devraient être réalisés entre 2016 et 2020, moyennant un investissement de 100 millions d'euros, financé en partie par le conseil départemental. Les entreprises ne sont pas oubliées. Le conseil départemental du Val d'Oise travaille à faire en sorte que toutes celles ayant des besoins spécifiques, 200 sites recensés, puissent trouver une offre adaptée en termes de prix et de services. Des villes innovantes. Barcelone mérite incontestablement un coup de projecteur par son innovation permanente en matière de services connectés. Des applications mobiles pratiques permettent d'accéder aux services administratifs ou aux seniors de rester en contact avec leur réseau de soutien. Les conteneurs à ordures sont pourvus de capteurs avertissant le service de collecte qu'il est temps d'intervenir. La ville met en place des lampadaires éclairants plus ou moins selon les passages qu'ils détectent. De la même manière, la ville de Saint-Leu-la-Forêt expérimente des ampoules du futur Made in France, économique, durable et intelligente, d'une durée de vie estimée à 14 ans. En France, Nice fait figure de référence. En 2015, elle a été classée 4e au rang mondial des Smart Cities devant Singapour. Bordeaux fait aussi du digital une priorité. Cela passe entre autres par des blogs spécialisés et un portail open data avec des données sur la ville et des applications mobiles développées à partir de ces informations. Dans le Val d'Oise, Enghien-les-Bains se distingue aussi. Depuis une dizaine d'années, la ville travaille à créer un écosystème numérique performant dont le fer de lance est le Centre des Arts, le CDA, un lieu de création, de recherche, de production, de formation et de diffusion des arts numériques si dynamique que le ministère de la Culture et de la Communication en a fait la première scène conventionnée pour les écritures numériques. Tous les 2 ans, le CDA crée l'événement en proposant le festival Bain Numérique, l'une des 3 plus grandes manifestations du genre dans le monde. Depuis peu, le CDA a ajouté une autre corde à son arc, le Numérique Lab, un incubateur de start-up numériques innovantes spécialisé dans le mobilier intelligent, les applications, les objets connectés, le software créatif ou la robotique. Ces actions ont valu à Enghien-les-Bains d'être reconnu pôle d'excellence numérique par le conseil départemental et de recevoir de l'UNESCO le label Ville créative. L'Internet en chiffres, 2,4 milliards d'internautes dans le monde, soit un taux de pénétration de 32%, 54,4 millions en France, soit 83% de la population, et 4 heures 7 minutes par jour en moyenne sur Internet ou via un ordinateur. Le témoin du dossier, Franck Valère-Hugo, professeur titulaire de la chaire d'économie urbaine de l'ESSEC à Cergy. Du citoyen au citoyen connecté,
Qu'est-ce qui change concrètement ? Un territoire, c'est un lieu d'agglomération d'entreprises, d'habitants, de connaissances, à rendement externe croissant. Plus il y a d'habitants, d'entreprises et d'autres acteurs qui coopèrent entre eux selon des modalités productives, plus il y a création de valeur. Mais il peut y avoir une limite. Si le territoire n'est pas bien pensé, organisé, cela peut engendrer des problèmes, embouteillage, hausse du prix du foncier, pollution, stress, que l'on qualifie d'économie externe négative. Il faut donc arriver à favoriser ce qui crée de la valeur et à réduire ce qui la détruit. Le territoire intelligent se dote d'outils d'optimisation pour y parvenir. Reste qu'il est à inventer avec cependant quelques villes pilotes, à Barcelone, à Singapour ou dans le Grand Lyon, où l'on tente d'améliorer le quotidien des habitants sur tous les plans, transport, sécurité, énergie, participation au processus de décision. Franck Vallet-Rugaud, comment les élus et les administrations doivent-ils prendre en compte cette évolution ? Il leur faut réfléchir à des questions qui me paraissent essentielles. Avec le territoire intelligent, l'unité qui a de la valeur, c'est la donnée à condition que cette dernière soit traitée en information. Or, seuls les grands groupes informatiques et de téléphonie mobile ont ce savoir-faire. L'État, les collectivités locales et même la plupart des entreprises traditionnelles de services urbains sont à la peine. Il est urgent que le secteur public bouge pour prendre en compte ce nouvel environnement, en se dotant des ressources humaines nécessaires pour bien comprendre les enjeux et dialoguer avec les opérateurs des grands groupes informatiques et de téléphonie, en se donnant les moyens de contrôler et réguler ce secteur et d'assurer des recettes fiscales qui peuvent être menacées par cette révolution, et en anticipant les transformations qui vont survenir. Par exemple, et de façon un peu caricaturale, dans 20 ans, y aura-t-il encore des hôtels, sachant qu'ils sont menacés par le système de location de logements entre particuliers, Airbnb. Mais s'il n'y a plus d'hôtels, il y aura moins de taxes de séjour pour les mairies, même si Airbnb vient précisément de s'engager à la reverser, donc moins de recettes. Il est essentiel de réfléchir à toutes ces questions pour réussir le passage au territoire citoyen connecté. Vers un citoyen connecté avec tout son environnement. Toutes les initiatives qui éclosent dans le monde et dans le Val d'Oise montrent qu'une nouvelle civilisation est en train de naître. Une civilisation où le citoyen sera connecté en permanence à son environnement, ses proches, les objets qui l'entourent, les différents acteurs de sa vie quotidienne. Tout est appelé à devenir intelligent. Les logements pourront intégrer un mobilier qui s'adaptera à leurs occupants sur la base d'une reconnaissance biométrique, un réfrigérateur qui informera sur les produits à consommer rapidement et à acheter. Les voitures seront dotées d'un système qui proposera la réponse pertinente face à un risque de collision en analysant les informations transmises par différents équipements. Caméras, radars, voire d'un cerveau qui les rendra autonomes. Elles circuleront sans l'aide d'un conducteur. Le travail sera aussi impacté. Les industries n'auront plus rien à voir avec ce qu'elles sont. Connectées entre elles, les machines seront capables de personnaliser les produits en fonction des clients. Appelleront d'elles-mêmes un dépanneur en cas de défaillance. Pourront être améliorés en permanence via Internet. Par ailleurs, de nouveaux lieux d'activité se développent, comme les espaces de coworking, espaces de travail partagés et collaboratifs, qui proposent de nombreux équipements et services, et les Fab Labs. Ces derniers prennent la forme de laboratoires de fabrication ouverts à tous, particuliers, entrepreneurs, étudiants. À cet égard, mentionnons le projet porté par l'Université Paris-Seine en partenariat avec le Conseil départemental du Val d'Oise et la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Il s'agit de créer un Fab Lab à Cergy pour encourager l'entrepreneuriat et la création de start-up chez les étudiants. Organisme associé du Conseil départemental, Val d'Oise Technopole mettra son savoir-faire reconnu au service de ce lieu. Éducation 3.0. L'éducation profite aussi de cette avancée technologique. Des établissements d'enseignement supérieur du monde entier proposent des MOOC, des cours gratuits en ligne. À Cergy, l'ESSEC se positionne fortement. Sa chaîne Entrepreneuriat Social a connu un vif succès avec son MOOC L'entrepreneuriat qui change le monde. Plus de 9000 inscrits à la première session. Des forums et réseaux sociaux permettent aux élèves d'échanger, de se faire aider en communiquant avec des internautes qui partagent leurs compétences. Dans le Val d'Oise, le collège Georges Charpak à Goussainville incarne ce futur depuis 2008. Construit et équipé par le conseil départemental, il préfigurait le collège du XXIe siècle avec ses outils technologiques, tableaux numériques interactifs, caméras numériques, salles multimédia. Cet établissement figure sur la liste des collèges connectés pilotes, labellisés par le ministère de l'Éducation nationale. Pour tous les collèges, les espaces numériques de travail, les ENT, mettent à disposition un ensemble de services en ligne
personnalisé et sécurisé, accessible aux élèves et aux professeurs, mais aussi aux membres de la communauté éducative, en particulier les parents. Le portail de l'éducation numérique Ampère 95, accompagnement numérique pour une éducation réussie, créé par le conseil départemental, propose également une multitude de ressources, aides aux devoirs, jeux éducatifs, dont certaines spécifiques au Val d'Oise. On aperçoit sur cette page une jeune femme testant le dispositif de l'Oculus Rift proposé par iLab, start-up intégrée au Numérique Lab, implanté au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Plus d'infos sur cda95.fr. Rachid Hadda, responsable de la mission Aménagement et Développement Numérique, ADN, directeur général de Val d'Oise Numérique. Le département pilote et coordonne le déploiement de la fibre optique. Il y favorise l'implantation d'équipements structurants, data centers, télécentres. Fort de l'expérience acquise avec le réseau d'initiatives publiques Débitex, il s'attelle désormais à concrétiser au sein du syndicat Val d'Oise Numérique le déploiement de la fibre optique sur les 116 communes non gérées par les opérateurs privés. Val d'Oise Numérique, une structure unique de pilotage de l'aménagement numérique du territoire au sein de laquelle les intercommunalités valdoisiennes sont engagées aux côtés du département. Quelques chiffres. La fibre optique, en 2020, 100% des Valdoisiens auront l'accès au très haut débit. À ce jour, 25% des Valdoisiens, soit 125 000 foyers, peuvent souscrire à une offre fibre. Pour les zones d'activité, 80% raccordables à coût forfaitaire au réseau optique sécurisé dont Débitex. PME, TPE, artisans, arrivée progressive de la fibre optique d'ici 2020. Territoire numérique, ambition départementale affirmée en faveur du développement des usages numériques innovants, plan numérique des collèges, services publics 3.0, télémédecine, télétravail, e-commerce. Notre dossier citoyen connecté avec différents témoignages. Tout d'abord celui de Marie-Christine Cavecchi, vice-présidente du conseil départemental déléguée à l'éducation et à l'enseignement supérieur. L'ensemble des collèges sont désormais équipés dans le cadre du plan numérique. Ce programme représente un investissement de plus de 30 millions d'euros. La majorité a tenu à réaliser ce plan malgré un contexte budgétaire contraint pour donner aux collégiens les meilleures chances de réussite et prévenir ainsi la fracture numérique. La réaction de Guy Paris, maire de Sagy. Pour les Valdoisiens habitant en zone rurale, la fibre optique les mettra à égalité d'accès aux services avec les citadins. Grâce au département, il n'y aura pas de fracture numérique dans le Val d'Oise. Le point de vue d'Éric Larocque, principal du collège Jacques-Yves Cousteau de Méry-sur-Oise. Le plan numérique des collèges a permis d'équiper les établissements de matériel innovant, mais aussi d'accompagner les projets locaux, comme ici dans notre collège, établissement pilote en impression 3D. Benoît Clagnes, fondateur de HIH Lab, marketing et technologie, studio de production digitale et conseil en marketing technologique. Se trouver au cœur du Numérique Lab d'Enghien-les-Bains décuple nos possibilités. C'est l'innovation au quotidien. À la fois raccourci et accélérateur, cela permet l'accès à des outils et un réseau parfaitement en adéquation avec la promesse d'accompagnement. Quelques mots de Pierre-Édouard Réon, conseiller départemental délégué au numérique, président de Val d'Oise Numérique. L'accès au très haut débit est un enjeu vital d'aménagement et de développement de notre territoire. Le département a une ambition forte, le déploiement d'ici 2020 de la fibre optique sur l'ensemble du territoire. Il est à l'initiative de la création en janvier 2014 du syndicat mixte Val d'Oise Numérique qui accompagne et complète les déploiements des opérateurs privés dans le Val d'Oise, les zones rurales en particulier. Action de terrain, l'enjeu majeur est d'offrir aux collectivités et autres acteurs publics de l'Île-de-France les moyens et les services pour héberger et gérer en les mutualisant tout ou partie de leur système d'information au travers d'une offre commune de services. De la centrale électrique à la centrale numérique, l'extension de l'e-administration va démultiplier les besoins en stockage des données numériques dans les collectivités territoriales. La solution technique existe dans une structure spécialisée externe, le data center. Toutefois, cette formule présente des difficultés, celle de leur localisation, parfois très éloignée, sinon à l'étranger, celle de leur coût et celle de leur fiabilité économique liée aux entreprises prestataires. C'est pourquoi le département a lancé une étude de faisabilité d'un data
data center communautaire régional sur le site de l'ancienne centrale thermique EDF de Champagne-sur-Oise, en cours de reconversion. Cette initiative soutenue par la Caisse des dépôts et consignations a reçu un accueil très favorable, car aucun autre projet de cet ordre ni de cette envergure n'est actuellement annoncé en Île-de-France. Le projet entrera en phase opérationnelle en 2016 avec un objectif d'ouverture en 2018. Brève de territoire, panorama. Raid des collégiens à Cergy-Pontoise. 70 équipes défendent sportivement les couleurs de leur collège après avoir défilé derrière leur porte-drapeau comme au JO. L'île de loisirs se prête pour elle à une multitude d'activités nautiques et terrestres. Relais-barque, VTT, escalade, voile, tir à l'arc, kayak, courses d'orientation, rafting et quiz. Retrouvez le diaporama complet du reportage sur le site du Val d'Oise. Une école exemplaire à Herblay. Projet pilote de la ville certifiée HQE, le groupe scolaire Jean-Louis Etienne intègre dans sa construction des objectifs environnementaux ambitieux. Plus de 130 élèves y occupent déjà 10 classes, mais l'établissement a été conçu pour accueillir la population en croissance constante dans l'écoquartier des Bayonnes, où plusieurs centaines de logements sont en construction. Le département a apporté 1,2 million d'euros à la ville pour ce remarquable équipement. Vous pouvez visionner le diaporama du reportage sur le site internet du Val d'Oise. Un cœur d'îlot à Auvers-sur-Oise, Val d'Oise Habitat, bailleur social du département, achève le chantier ouvert en 2013 au centre-ville. Le nouvel ensemble mêle harmonieusement des logements, au nombre de 21, une crèche de 40 berceaux, une extension de local commercial et une PMI avec un relais assistante maternelle et un cabinet d'infirmière. La vie de château à Aubonne. Le château de la Chênaie, construit au milieu du XVIIIe siècle, est l'objet de patientes restaurations par ses propriétaires qui ont reçu 2 fois des subventions du département au titre de l'aide aux monuments historiques. En juin, le prix VMF de Clarens lui a été attribué. Il récompense la restauration de ce patrimoine remarquable ouvert aux manifestations culturelles et réceptions privées. Sur la montagne, à Cormeilles en Parisis, l'HAARP, l'Handicap Autisme Association Réunie du Parisis, gère 6 établissements de nature variée pour des enfants et des adultes autistes, handicapés mentaux ou psychiques. Le 2 octobre, les élus du conseil départemental, Arnaud Bazin et Yannick Boédek, ont inauguré le foyer d'accueil médicalisé Le Femme et la serre qui relève de l'ESAT, l'établissement et service d'aide par le travail, où une centaine de travailleurs handicapés sont accueillis. La vidéo est à retrouver sur valdoise.fr. Dites-le avec des fleurs à Saint-Ouen-l'Aumône. L'abbaye de Maubuisson, centre d'art contemporain du département, accueille jusqu'en juin 2016 une exposition personnelle de Régis Perret. Le point commun des œuvres est l'inscription d'un motif floral, y compris sur les 9000 assiettes de tout style qui dessinent un singulier jardin à la française. Dialoguant avec des lieux chargés de mémoire, les installations de Régis Perret portent à la méditation et au recueillement. Une vidéo à revoir sur valdoise.fr. Les brèves vues du ciel avec une carte du département du Val d'Oise qui nous emmène d'abord à Vauréal pour une meilleure qualité de vie. Le département va mobiliser près de 500 000 € pour les projets d'aménagement de la commune de Vauréal. 4 opérations sont programmées. La dernière tranche du réaménagement du MEL Mendès France avec la création d'espaces paysagers. Le parc sportif sera renforcé avec l'installation de nouveaux équipements. La réhabilitation de la maison pour tous comme la création d'une maison des associations sont également en projet pour dynamiser la vie locale. Tous en piste à Bessancourt. Les sportifs de Bessancourt ont de quoi se réjouir. Une piste d'athlétisme a été aménagée au complexe sportif Maubuisson. Cet équipement, faisant défaut sur la commune, était très attendu par les nombreuses associations, les centres de loisirs et plus particulièrement les collégiens dont l'établissement est situé à proximité immédiate. Papy et Baby Boom à Véteuil. Une MARPA est une maison d'accueil rurale pour personnes âgées. Celle que Val d'Oise Habitat vient de réaliser à Véteuil a été voulue par la communauté de communes Vexin-Val-de-Seine. Elle offre l'originalité d'être une structure intergénérationnelle, la seconde en France, car elle offre à la fois 22 logements pour personnes âgées et 16 places d'accueil pour la petite enfance. Elle répond ainsi à un double besoin des zones rurales. Le département a apporté 330 000 € à cette opération.
promouvoir l'éco-construction à Vigny. Créé dans le Vexin par l'association d'insertion Vie et inauguré le 9 octobre, ce pôle dédié à l'éco-construction et à la rénovation va renforcer la filière auprès des artisans du bâtiment et développer l'usage de matériaux écologiques. L'efficacité énergétique du bâti rural ancien a tout à y gagner. Première séance à Aubonne, l'aménagement d'une cabine de projection et l'acquisition d'un matériel numérique permettent désormais à l'Orange Bleu de proposer des séances de cinéma de qualité qui s'ajoutent au projet artistique du centre culturel. Les travaux ont compris les équipements nécessaires aux malentendants ou malvoyants. 2 séances régulières sont proposées le mercredi pour une programmation articulée avec les salles voisines du théâtre d'Hermont et du centre des arts d'Enghien-les-Bains. Femmes à l'honneur à Besançon, plusieurs équipements ont été inaugurés en septembre qui portent tous des noms de femmes. Le groupe scolaire du futur écoquartier Cœur de Ville s'appelle Angela Davis. Les 2 établissements d'accueil de la petite enfance rendent hommage à Anne Frank et le centre social et la salle de quartier sont nommés Rosa Parks. Un quartier totalement repensé à Goussainville. Le futur visage des Grandes Bornes se dessine avec les travaux engagés dans le cadre de la rénovation urbaine. Aux réhabilitations du groupe scolaire Germaine Vier et du gymnase Matron a succédé l'ouverture d'un équipement social de proximité qui comprend le centre social Empreinte, les services sociaux départementaux et la protection maternelle et infantile. Et ailleurs, Riyad, le miracle du désert. L'Arabie Saoudite a lancé en 2014 la construction en même temps de 6 lignes de métro sur 175 km. Le réseau doit être achevé en 2019. Sa construction réunit les plus grandes sociétés mondiales. Dans un pays où l'essence ne coûte que quelques centimes, l'usage de la voiture s'est développé beaucoup plus vite que les infrastructures. Dans la capitale, il devient impossible de se déplacer dans un temps raisonnable. Et à la fin de la prochaine décennie, sa population sera passée des 6 millions actuels à plus de 8 millions. La solution est dans les transports en commun. D'ailleurs, un peu partout, et en particulier dans le Golfe, mondialisation, progrès technologique et évolution démographique se conjuguent pour susciter des projets de transport public toujours plus grands. Côté grand projet, l'Arabie Saoudite ne recule devant rien. Le roi avait lancé la construction de 11 stades d'un coup, dont le King Abdullah Sport City de 60 000 places, inauguré en 2014 à Jeddah. Pour le métro, c'est la même chose. Le réseau va comporter 6 lignes et 85 stations avec 175 km de trajet. Il bénéficiera de toutes les avancées technologiques, par exemple en transformant en électricité l'énergie provoquée par le freinage. L'énergie solaire sera aussi utilisée. La technologie CBTC, Communications Based Train Control, améliorera toutes les performances des réseaux. Efficacité, fiabilité et sécurité en contrôlant la circulation à des fréquences et vitesses plus élevées. 40 km/h de moyenne contre 27 en France. Le réseau sera entièrement automatique, les rames n'auront pas de conducteur. Pour réaliser les infrastructures et fournir le matériel dans un budget de plus de 22 milliards de dollars, les principaux groupes mondiaux étaient sur les rangs, regroupés en consortia. L'Arabie Saoudite a choisi de partager les attributions. L'allemand Siemens et l'américain Bechtel Corp ont gagné 3 lignes. Le second consortium, FAST, autour de l'espagnol FFC, en a eu 2. Et l'association de l'italien Ansaldo et du canadien Bombardier a eu la dernière. Plusieurs entreprises françaises participaient à ces groupements. La principale est Alstom, dont 2 à 3 000 employés travaillent pour Riyad. Les rames ont différents constructeurs, mais elles auront toutes le même aspect, celui conçu par l'agence lyonnaise Avant-Première qui a remporté le concours international de design. La société d'ingénierie CETEC est aussi de la partie. Pour la maîtrise d'œuvre, le savoir-faire français s'exporte. Plusieurs clichés illustrent ces 2 pages. On y aperçoit l'une des nouvelles rames du métro de Riyad, un métro composé de lignes souterraines, aériennes et de surface reliant l'aéroport, business center et quartier résidentiel de Riyad. Les stations, désignées par Zaha Hadid, seront recouvertes de panneaux solaires. Vous pouvez voir la vidéo de présentation du projet sur Vimeo. Et chez nous, sur cette page, une carte du futur Grand Paris, le Grand Paris des transports. Le projet de métro automatique du Grand Paris Express est comparable au projet de Riyad. Il est également ambitieux en termes d'innovation et de services rendus à l'usager.
La principale différence entre les deux projets est celle du calendrier. Les travaux du Grand Paris Express qui débutent cette année s'étaleront jusqu'en 2030, mais cette seule ligne ne saura combler tous les besoins de transport des Valdoisiens. Le département exprime avec constance ses besoins d'aménagement. Pour Yannick Boédek, conseiller départemental délégué au transport et aux infrastructures, le Grand Paris Express est un projet d'ampleur qui doit changer le quotidien des quelques 8,5 millions de voyageurs empruntant chaque jour le réseau de transport d'Île-de-France. Des solutions de transition. En attendant l'ouverture progressive des nouvelles lignes, il est indispensable d'intervenir sur le réseau existant dont la dégradation rend le quotidien des usagers de plus en plus pénible. Dans le Val d'Oise, le département a favorisé la création de formules alternatives, bus à haut niveau de service à Villiers-le-Bel, tramway à Bezons et Sarcelles. La page décryptage de votre magazine Le Service Hivernal. Chaque année, le service hivernal est mis en œuvre de la mi-novembre à la mi-mars. Il mobilise les équipes des services routiers du conseil départemental pour permettre aux Valdoisiens de circuler en sécurité sur les routes départementales, quelles que soient les conditions météorologiques. Dans le détail, il y a 110 agents, dont 31 en astreinte hebdomadaire, 24 heures sur 24. 11 équipes sur 11 circuits de salage. Un budget d'1,5 million d'euros par an. 100 500 tonnes de sel stockées sur l'ensemble du territoire. 1100 km environ. Le conseil départemental est responsable des routes départementales, soit environ 1100 km. L'État intervient sur les autoroutes et les nationales, environ 100 km. Les communes ont à gérer le réseau communal. 19 camions saleurs équipés de lames ou d'étraves. 9 tracteurs équipés de lames peuvent intervenir en renfort en cas de forte neige. 7 équipes de patrouille. Entre 3h et 8h pour un retour à la normale en cas de dégradation des conditions de circulation. De 3h à 6h pour le verglas du niveau 1 au niveau 3. De 4h à 8h pour la neige du niveau 1 au niveau 3. Les alertes hivernales sont diffusées sur les réseaux sociaux du département, Facebook et Twitter. Vidéo à retrouver sur valdoise.fr. Success Story, Made in Val d'Oise, Benelux Ouest, graines d'agence secret connectées. Tout à la fois une mystérieuse organisation pour sauver le monde, une mallette d'agents secrets et une ingénieuse invitation à la lecture. On fabrique de tout, dans le Val d'Oise même des agents secrets. De 8 à 12 ans, qui plus est, mais déjà munis d'un vrai faux passeport. Celui-ci se trouve dans une mallette, pourvue de différents accessoires, dont une carte du monde pour localiser ses missions. L'apprenti agent secret va intégrer une équipe de jeunes personnages qu'on retrouve d'une histoire à l'autre et qu'une BD inédite, livre de mission, lance sur la piste d'un objet sauvegardant un savoir indispensable à l'humanité. Chaque aventure se passe dans un univers différent, de la Laponie à Venise en passant par la savane, mais à chaque fois, il faut intervenir pour l'homme Nix avant l'infâme Gia César, au rêve mégalomane de pouvoir. Quand l'enfant a fini la partie de la mission, dont les éléments se découvrent au fil de ses lectures, il se connecte au site et bien d'autres aventures l'attendent avant de collecter le précieux trésor. Les premiers indices sont cachés dans des livres jeunesse, il y en a 2 par mallette, et trouvés grâce à un décodeur. Derrière le divertissement se cache ainsi un objectif plus ambitieux, celui de donner aux enfants le goût de la lecture et des livres, lesquels sont compatibles avec les supports numériques, comme les héros Benelux, Jim et Bra le prouvent à chaque histoire. N'oublions pas que Benelux Ouest est un cousin de Benelux School, l'ENT, espace numérique de travail conçu par la bande Pixel Cookers pour le primaire que 20 000 classes utilisent déjà. Mais si vous voulez l'offrir à Noël ou pour un anniversaire, vous n'êtes pas obligé d'avouer aux enfants que ce cadeau malin est instructif. Pratique, Benelux Ouest fonctionne par abonnement envoyé par la poste au rythme d'une box par mois, mais sans engagement de durée. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur benelux.com/quest. Suivez le guide. 70 lieux du département accueillent la quarantaine de spectacles du Festival théâtral du Val d'Oise, dont 10 créations entre le 2 novembre et le 16 décembre. Chaque édition du festival ramène les grands auteurs dans une lecture contemporaine. Ainsi, Tartuffe et Don Juan dépouillés par Astroff, Heinrich, von Kleist, Camus, Claudel, Flaubert, Gogol sont là. Dans l'Odyssée, Marien Tillet réhabilite Pénélope parce qu'Ulysse nuit gravement à la santé. Et Tillet est de ces auteurs contemporains auxquels le festival ouvre grand la scène.
Pomera de Paul Wadji Mouawad, Amoros et son obus dans le cœur. Sur l'interrogation de la société, le festival ne limite pas ses ambitions au spectacle adulte. Dès 3 ans, dans C'est pas pareil, les enfants découvrent le sujet de l'identité. Et dès 7 ans, le conte philosophe Le pays de rien leur apprend la résistance. Le ton est donné par le spectacle d'ouverture au théâtre Roger Barra à Herblay. Après Coup, projet 1 Femmes qui dessine une carte du violon avec des voix de femmes venues d'Argentine et de Russie. Sur cette page, une photo de Le Sorel Macaluso de la compagnie Sud Costa Occidental et plus d'infos sur thea-valdoise.org. Rendez-vous sur l'agenda participatif du département sur valdoise.fr. Annoncez les manifestations que vous organisez ou consultez les bons plans. Des centaines d'événements partout et pour tous. Quelques rendez-vous à noter, jeunes interprètes de grand talent. Chaque année, le concours du Festival musical d'automne de jeunes interprètes révèle de nouveaux talents. Les lauréats 2015 s'appellent Adélaïde Ferrière, percussionniste, Pierre Badol et Nicolas Rames, corniste et Candice Trojman, soprane. 5 concerts permettent de les découvrir, 5 dates jusqu'au 18 décembre. Plus d'infos sur fmaji.com. Temps de guerre. Temps de guerre. Les Bauves, ces cavités souterraines du château de la Roche-Guyon, racontent la vie des poilus au front, tandis que les étages accueillent les témoignages de la vie des femmes à l'arrière. C'est une nouvelle réalisation du conseil départemental qui commémore 14-18 dans le Val d'Oise tout au long du centenaire. C'est jusqu'au 29 novembre à la Roche-Guyon. Plus d'infos sur châteaudelarocheguyon.fr. Tennis au top. En battant Paris, le club de Sarcelles avait remporté l'année dernière pour la première fois le titre de champion de France de tennis. Il accueille à nouveau cette année la phase finale. Ce sera les 5 et 6 décembre à Sarcelles. Toutes les infos sur ligue.fft.fr/val-d-oise. Pièces rares. Dans son centre de Boissy-l'Aillerie, l'association Bethel forme à l'ébénisterie des stagiaires en réinsertion. Comme eux, et grâce à eux, les meubles reprennent vie. La vente de ces objets souvent anciens apporte une contribution indispensable au fonctionnement. C'est le 14 et 15 novembre. Plus d'informations sur association-bethel.fr. Le festival 95 Sounds, la scène musicale valdoisienne ne manque pas de talent. Des artistes et des groupes de musique actuelle font leur show dans le Val d'Oise. Rendez-vous à Hermont avec Black Tape, c'est du rock metal. À l'EMB, à Sannois, l'espace Michel Berger qui reçoit Full Throttle Baby, c'est du rock. Ou à Cergy avec Storm Orchestra, c'est du rock, hommage au reggae avec The Little Soul of Reggae. Ou encore Samskara, c'est du 21 novembre au 18 décembre. Plus d'infos sur combo95.org. Jazz au fil de l'Oise. Jaffo, c'est le rendez-vous de tous les jazz, du trio Joubran à Fred Palem, d'Avishai Cohen à Marcio Farco. Au total, 25 concerts dans une multitude de lieux, avec quelques temps forts comme la Nuit du Jazz, le 21 novembre, ou l'hommage à Kaltoum par Ibrahima Alouf, le 12 novembre au théâtre Roger Barra à Herblay. C'est jusqu'au 13 décembre. Plus d'informations sur jaffo95.wix.com/jaffo95. Capitale du polar, des dizaines d'auteurs viennent à la rencontre de leurs lecteurs à Montigny-les-Cormeilles. Le président de l'édition 2015 décernera le prix du polar francophone lors de l'ouverture, le vendredi 4 décembre. L'affiche du Salon du Polar est toujours dessinée par un grand de la BD. Cette année, elle est signée par Cabane. Rendez-vous du 4 au 6 décembre, espace Léonard de Vinci, à Montigny-les-Cormeilles. Plus d'infos sur salondupolar.com. La passion des formes. Le temps d'un week-end, les différentes salles de la ville deviennent galeries d'exposition thématiques pour les sublimes créations des artisans d'art. Bijoux, mode, maisons, céramique, mosaïque, de soie et d'or. Carte blanche est donnée à 10 créateurs sur le thème du noir et blanc. Les 21 et 22 novembre à Saint-Leu-la-Forêt. Site internet saintleartexpo.fr. Strong Doudou, les tout petits aussi ont le droit d'aller au spectacle dès 18 mois avec la conteuse Aurélie Loiseau qui s'inspire des albums d'Ilia Green pour composer un tour de chant doudouesque avec historiette et manipulation d'objets. Une date, le 19 décembre, un lieu, Saint-Ouen-l'Aumône. Plus d'infos sur ville-saint-ouen-l'aumône.fr. Louise et François.
Dans les festivités qui marquent l'anniversaire de Marignan 1515, le Musée national de la Renaissance à Écouen n'a eu garde d'oublier la figure méconnue de Louise de Savoie, née en 1476 et disparue en 1531, mère de François Ier. L'exposition qui lui est consacrée rappelle son rôle dans la conduite des affaires du royaume, comme son goût pour les arts qu'elle transmit à son fils. C'est jusqu'au 1er février à Écouen, au Musée national de la Renaissance, un site internet musée-renaissance.fr. Julien Fumaz, qui je suis. Après l'inspiration, voici le second opus de cet artiste, auteur, compositeur, interprète et guitariste. Entre rock et électro, parfois proche du meilleur Goldman, les chansons ne masquent jamais de beaux textes qui disent la mélancolie, les soupirs et ses envies de douleur. Un extrait est à retrouver sur valdoise.fr et pour le concert, ce sera le 6 novembre, Éragny-sur-Oise, concert au Covent Garden. Les infos sur le site coventgarden.fr. Trouble de la perception. Il serait très réducteur de qualifier Vincent Dupont de chorégraphe. Ses œuvres mêlent tous les arts avec la volonté délibérée d'égarer le spectateur. Dans Stéréoscopia, ce dernier est muni d'un casque pour éprouver plus intensément une véritable expérience sensorielle. C'est le 17 et 19 décembre à Cergy, le site l'apostrophe.net. Au buffet de Royaumont, l'orgue Cavaillé-Coll du réfectoire des moines, classé monument historique en 1989, a été pourvu d'un buffet néo-gothique lors de sa restauration. Son histoire et son fonctionnement sont dévoilés avant un concert autour des œuvres de César Franck. Ce sera le 22 novembre à Asnières-sur-Oise et sur le site pour les infos royaumont.com. Eh bien, danser. Après le jazz, le théâtre ou le cirque, c'est au tour de la danse de faire son festival. Le projet Escale Danse rassemble plus d'une vingtaine d'équipes pour 65 représentations, dont Beson, avec Tanta Matli le 8 décembre, prix de la critique belge francophone 2014, ou MMO de Lionel Hoche à Goussainville, Fosse ou Jouy-le-Moutier. C'est le 8 décembre à Beson. Le site internet Escale Danse en Val d'Oise, tout attaché en minuscule.fr. Balade en novembre, humour, fantaisie, poésie, autodérision, coup de gueule. Tous les artistes présents au prochain festival de la chanson française tirent leur inspiration de la vie quotidienne, mais la passent au tamis de la musique et de l'imagination. Yves Jamet, Renaud Bistan Trio, Gérard Morel, Govache Trio, Gaël Vigneault, Rémila et Zoufris Maracas. Rendez-vous jusqu'au 28 novembre à Viarmes et les infos sur le site de la commune viarmes.fr. Amis des arts. Arami réunit plus de 400 œuvres de toute nature créées par une centaine d'artistes. Pour l'édition 2015, sur le thème du passage, l'exposition accueille 3 invités d'honneur. Le peintre Philippe Taillarda, le graveur Éric Fourmétro et pour la sculpture Gisèle Lacroix. C'est du 21 novembre au 6 décembre à Hermont, salle Yvonne Printemps. Des infos sur le site arami95.com. Le hip-hop à l'honneur, le festival World of Words décline le rap. Dizzy y revient, Fahada Freddy lui préfère maintenant la pop. Graham s'y met du graphe, l'espace Michel Berger, l'Observatoire et le Forum se partagent les 5 concerts du festival, qui comprend aussi un open mic en restitution de masterclass. C'est jusqu'au 15 novembre à Cergy, Sannois et Vauréal. Et le site pour en savoir plus, assolaruche.fr. Le cinéma fait court. Un festival du court-métrage intitulé Au pays de Gabin est évidemment localisé à Mériel, où le comédien a vécu son enfance. La 3e édition, soutenue par le département, a choisi le thème du sport pour les 20 films sélectionnés. L'entrée est libre à cette manifestation, qui aura lieu le 28 et 29 novembre à Mériel, à l'espace Rive Gauche. Les infos sur le site mériel.fr. Cirque Évolution. 12 spectacles et 3 fois plus de représentations constituent le programme 2015 d'une manifestation qui s'étale sur toute la saison. Mais dès maintenant, ne ratez pas les irrésistibles clowns Semianiki, le 10 novembre, à Goussainville, ou le mélange de tous les arcs du Circus Circor pour tricoter la paix avec Night in Peace. C'est jusqu'en mai 2016. Plus d'infos sur cirquevolution-valdoise.org.
Suivez le guide avec un coup de cœur pour le microdon. Le département renouvelle l'opération microdon qui bénéficie aux projets locaux de solidarité que les associations vous présenteront à l'accueil de votre grande surface. En 2014, les associations participantes avaient collecté 16 000 € le temps d'un week-end grâce à la formule originale de la générosité embarquée. Celle-ci consiste à ajouter quelques euros à une transaction simple de la vie quotidienne comme le règlement de ses achats dans un magasin. Un support papier, un petit flyer muni d'un code barre est passé en caisse avec les autres articles pour donner 2 € ou plus. La formule est simple, elle convient mieux aux jeunes générations, mais pas qu'elles. Les personnes âgées sont venues nous montrer leur ticket de caisse, très fiers d'avoir compris le système d'utilisation, racontaient les amis de Gianpaolo, une association qui soutient les familles des enfants atteints d'une longue maladie et hospitalisés à Margency. Une vingtaine de grandes surfaces participent à l'opération Microdon 2015, représentant les principales enseignes de la distribution, Auchan, Cora, Franprix, Géant Casino, Intermarché, Leclerc, Monoprix et Simply Market. Philippe Rouleau, vice-président du conseil départemental délégué aux relations avec les associations, observe que le bénéfice de l'opération dépasse les seuls gains financiers. Au-delà de l'intérêt immédiat de réunir des fonds pour financer leurs projets, les associations ont l'occasion de sensibiliser le public à leur cause. Par exemple, l'association Almoa, qui lutte contre les maladies et le handicap en Afrique, a pu nouer des contacts avec des personnes prêtes à la rejoindre. Secours populaire, sécurité civile, Croix-Rouge, les associations finalisent leur partenariat avec les enseignes qui les accueillent. Dans le détail, Microdon, 2013, 5 000 dons, 2014, 7 000 dons, en 2015, c'est à vous, les petits dons servent les grandes causes. Les dates 13, 14 et 15 novembre. Connectez-vous sur valdoise.fr à partir du 1er novembre pour connaître la liste complète des associations et les points de vente participant à l'édition 2015. L'Actu People. L'Actu People. François Rollin, le professeur Rollin remercie d'être subvenu. Avec Joël Dragutin, directeur du Théâtre 95, ils ont écrit un spectacle sur les financements de l'art et la culture. Cet impromptu a été présenté en ouverture de saison du Théâtre 95. D'une drôlerie implacable, François Rollin a aussi réjoui les amateurs d'humour avec l'inimitable professeur Rollin à Hermont. Mathilde Seigné, professeure des collèges. En tournage au collège Jean Clairvoy à Franconville, Mathilde Seigné incarne un professeur de français. Première saison d'une série télévisuelle intitulée Sam, dont la diffusion est prévue en prime time sur TF1 au printemps prochain. Axel Red, en toute sensualité à Argenteuil. L'inoubliable interprète avec Renaud de Manhattan Kaboul présente son nouvel album acoustique sur la scène du Figuier Blanc le 17 décembre. Olivier de Benoît fait mouche à Herblay. Après ses premiers pas sur les planches de Vauréal, Olivier de Benoît retrouve la scène valdoisienne avec son nouveau spectacle Fournisseur d'excès à Herblay le 21 novembre avec ses points de vue délectables sur les rapports femmes-hommes. Complètement toqué, cette recette vous est proposée par Alain Moreau et Olivier Tellier, cuisiniers des collèges valdoisiens. Le clafoutis poire, menthe et chocolat. Les ingrédients pour 4 personnes, il vous faut 2 poires conférence, 100 g de farine, 40 centilitres de lait, 4 œufs, 150 g de sucre, 40 g de pépites de chocolat, une demi-botte de menthe, 70 g de pain d'épices et 150 centilitres de lait. Préchauffez tout d'abord votre four thermostat 6 à 180 degrés. Lavez et émincez finement la menthe, puis la mélangez aux poires coupées en dés de 2 cm. Déposez ce mélange dans des ramequins individuels ou dans un plat préalablement beurré. Dans un récipient, déposez la farine et le sucre. Faire un puits. Ajoutez un à un les œufs, mélangez puis ajoutez le lait. Versez cette préparation dans les ramequins ou le plat. Ajoutez sur le dessus les pépites de chocolat et cuire au four pendant 10 minutes, thermostat 6 à 180 degrés. Baissez ensuite à thermostat 5 à 165 degrés et terminez la cuisson pendant encore 10 minutes. Retirez du four, laissez tiédir. Et pour la sauce, faire chauffer doucement le lait avec le pain d'épices en morceaux, mixé finement. Retrouvez toutes les recettes des opérations Nos collèges ont du goût sur valdoise.fr. Expression directe, Gérard Saint-Bille, président de l'UVO, groupe de la majorité départementale, Union pour le Val d'Oise,
Les 6 et 13 décembre, votez pour le Val d'Oise. Les 6 et 13 décembre prochains se tiendront les élections régionales. Alors que notre pays, nos territoires traversent une période de bouleversement sans précédent, ce scrutin sera d'une importance majeure pour l'avenir des collectivités locales. Les régions constituent en effet des acteurs de premier plan dans de nombreux secteurs structurants pour le développement de nos territoires. Compétentes en matière de développement économique, de transport, d'enseignement secondaire et de formation professionnelle, elles disposent d'outils stratégiques pour aménager et faire fructifier les atouts des départements et des communes qui les composent. Elles ont par ailleurs été récemment renforcées par des nouveaux transferts de compétences en matière de développement économique et de transport scolaire. Les enjeux pour le Val d'Oise et les Valdoisiens sont considérables. Notre département, le moins peuplé de la région Île-de-France, est sans conteste le grand oublié des politiques régionales. Les Valdoisiens souffrent en effet de conditions de transport indignes, qu'ils soient usagers du RER, du Transilien ou automobilistes. L'état de délabrement de certains lycées valdoisiens témoigne encore du peu de considération de la majorité régionale à l'égard de ses concitoyens valdoisiens, visiblement trop éloignés de Paris à son goût. Enfin, le Val d'Oise reste à l'écart des formidables perspectives de développement du Grand Paris, faute de mobilisation de l'exécutif régional. Notre département bénéficie pourtant d'un potentiel unique qui tient à sa diversité territoriale. Les efforts déployés par notre majorité départementale pour valoriser cette complémentarité n'ont été ni relayés ni soutenus par la majorité régionale. La gauche francilienne n'a définitivement pas pris la mesure des besoins de notre département et après 17 années de gestion par le PS et ses alliés, laisse un triste bilan dans le Val d'Oise. Ce bilan est l'aveu d'échec le plus limpide du couple Hollande-Huchon. Alors que le gouvernement, soutenu par le président de l'Assemblée nationale, maltraite l'économie française et sacrifie nos collectivités, Jean-Paul Huchon, président du Conseil régional depuis 1998, s'est appliqué à transformer la région Île-de-France en un monstre technocratique, budgétivore et inefficace, bien éloigné des préoccupations des Franciliens et de son rôle de collectivité stratège. Or, c'est bien d'un projet ambitieux dont l'Île-de-France et le Val d'Oise ont besoin. Dans cette perspective, notre majorité et son président Arnaud Bazin ont clairement choisi de soutenir Valérie Pécresse pour la présidence de la région. Élu de terrain et premier témoin des besoins de notre territoire et de ses habitants, nous avons formulé à Valérie Pécresse les priorités qui devront être celles de sa future majorité régionale. Nous avons en retour reçu son engagement d'un partenariat concret et équilibré entre la région et notre département. Nous appelons un véritable plan de rattrapage pour le Val d'Oise. Notre département doit bénéficier d'une remise à niveau de ses réseaux de transport, notamment ferroviaires. L'urgence est absolue pour les RER A, B et D et pour les lignes H et J du Transilien. Après la restructuration des lignes existantes, la région devra soutenir les projets de lignes tangentielles, le barreau ferré de Gonesse et le prolongement des tramways T2 et T5 pour désaturer le réseau et diminuer les temps de trajet, sans oublier en parallèle le désenclavement des zones rurales. L'amélioration de la qualité des transports en commun est un enjeu d'attractivité du territoire qui conditionne en grande partie la compétitivité économique de notre département. Grâce à notre volontarisme et à la mobilisation de tous les acteurs valdoisiens, en particulier du CEEVO, le Val d'Oise tire remarquablement son épingle du jeu. Mais qu'en sera-t-il demain si notre territoire est délaissé par la région et ne bénéficie pas des retombées du métro automatique du Grand Paris Express? Favoriser l'implantation d'entreprises et la création d'emplois, meilleure garantie contre le déclin de notre région, doit être la première priorité de la future majorité régionale. Nous veillerons également à ce que les Valdoisiens soient les premiers à accéder aux emplois créés dans notre département. Dans cet objectif, nous soutenons la création du campus international de l'Université de Cergy-Pontoise afin de dynamiser notre principal pôle d'enseignement supérieur et celle d'un campus des métiers dans l'Est du Val d'Oise pour adapter les formations et les emplois de la plateforme aéroportuaire. Nous exigeons également le respect des engagements de la région, notamment la construction d'un nouveau lycée dans le Parisis et celle d'un lycée agricole dans le Vexin. Les 6 et 13 décembre, nous vous invitons à vous mobiliser massivement. Pour le Val d'Oise, l'avenir de notre département au sein de la région Île-de-France est en jeu. Cet avenir ne doit pas être celui du déclin, de la déshérence et de la fatalité, mais bien celui de l'ambition, du courage et de la réussite. Top et flop. Top, le bon déroulement des travaux du futur 3e collège d'Herblay, chantier exemplaire représentant un investissement départemental de 12 millions d'euros. L'établissement sera livré à la rentrée de septembre 2016.
Flop, après avoir basculé de gauche à droite en mars, l'Essonne découvre aujourd'hui une situation financière aussi désastreuse que celle que nous avons trouvée en 2011, après 3 années de gestion socialiste. Insincérité budgétaire, 108 millions d'euros de factures impayées, explosion de la dette, etc. Décidément, les socialistes passent et se ressemblent. Retrouvez le groupe de la majorité départementale Union pour le Val d'Oise sur uvo.fr, sur Facebook, page groupe UVO, et sur Twitter, @groupe-UVO. Jean-Pierre Muller pour le groupe d'opposition des élus socialistes et apparentés. Un poids, deux mesures, la majorité poursuit sa politique d'austérité budgétaire à géométrie variable. Notre département est l'un des plus jeunes de France. Cette jeunesse peine à trouver un emploi. Dans le Val d'Oise, ce sont près de 12 000 jeunes de moins de 25 ans qui sont concernés. Notre responsabilité est de proposer un service public qui réponde aux besoins des Valdoisiens. Force est cependant de constater que la majorité départementale s'évertue à poursuivre une politique d'austérité budgétaire aveugle, arbitraire et injuste. La suppression d'une part significative des subventions aux foyers des jeunes travailleurs en est un exemple probant. 10 établissements et plus de 1460 jeunes sont touchés. Cette décision mettant les foyers de jeunes travailleurs durablement en difficulté dans leur mission d'accompagnement, tant des plus jeunes pour les parcours d'accès ou de retour à l'emploi que pour les publics fragiles, hébergement, accompagnement, éducatif et emploi. Faire des choix clairs, compréhensibles, au service de l'intérêt général, la majorité départementale choisit régulièrement de rejeter toute dépense ne relevant pas de ses compétences obligatoires. Elle a pourtant proposé le soutien financier pour le transport d'élèves valdoisiens inscrits dans un établissement scolaire privé hors du département. Cette décision n'est pas prioritaire et pourtant elle est effective. Tant mieux pour les élèves concernés, mais cet argent aurait pu bénéficier aux jeunes des foyers de jeunes travailleurs, aux collèges, aux subventions, aux associations, aux missions locales. La majorité départementale fait le grand écart entre son discours, ses actions et les priorités à mener. Nous continuerons pour notre part à défendre et l'intérêt des Valdoisiens et l'intérêt général. Contacts et informations par mail socialiste et apparenté.cd95@gmail.com, la page Facebook socialiste et apparenté 95 et le compte Twitter @socialiste app 95.